Walid Benazala. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas votre première télé, contrairement à Madame Absolument, Nessimah. oui. Vous êtes un habitué des médias. Tout à fait, absolument. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous Merci. cet après-midi, Tout le docteur. plaisir est pour moi. Merci. Et donc, je le disais tout à l'heure, lors du sommaire, nous consacrons l'émission à la maladie cœliaque. Donc, tout à avec fait. vous, cet après-midi, nous allons parler d'alimentation, bien évidemment, à la veille du mois sacré de Ramadan, mais une manière, j'ai envie de dire, de s'alimenter différente, qui est manger sans gluten. Sans Donc, la gluten, première question absolument. qui vient à l'esprit, docteur, qu'est-ce que le gluten, tout Très d'abord? bien. Alors, le gluten, c'est un complexe protéinique que nous trouvons dans les céréales, à savoir le blé, seigle et orge. Alors, le gluten, c'est une protéine en fait qui a une consistance qui est élastique, qui est visqueuse et qui donne cette consistance moelleuse au pain. Donc, que ce soit le pain ou tous les produits de boulangerie. Et le gluten est utilisé parce que c'est une colle. D'ailleurs, son nom vient du latin, c'est glu, et glu veut dire colle. Donc, cette protéine, elle permet aux aliments de se coller entre eux, donc donner une bonne consistance, mais aussi relever le goût, etc. Donc, c'est ça le gluten. Comme je l'ai dit, nous le retrouvons dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, mais pas que. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le gluten, il est un peu partout. Donc, on le trouve dans beaucoup de compositions alimentaires, que ce soit fait de façon exprès, c'est-à-dire les industriels l'utilisent dans beaucoup d'aliments, ou bien de façon fortuite ou accidentelle. Peut-être nous allons en parler tout à l'heure. D'accord, très bien. Nous allons bien évidemment approfondir. Et justement, du gluten, on arrive à l'intolérance au gluten, et que je l'avais dit tout à l'heure, qui a un nom, et qui est la maladie cœliaque. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de cette maladie pour expliquer un petit peu, simplifier les choses aux téléspectateurs? Certainement. Alors, ne pas être très scientifique, mais je dirais d'abord. Alors, on l'appelle communément intolérance au gluten, mais ce n'est pas une véritable intolérance au gluten. Quand on dit intolérance, c'est qu'on a un problème enzymatique. Or, dans la maladie cœliaque, ce n'est pas un problème enzymatique. La maladie cœliaque, c'est quoi? C'est une maladie qui est auto-immune. Auto, ça veut dire dirigé contre soi, immune, utilisant le système immunitaire. Ce qui se passe, c'est qu'au contact du gluten, chez certaines personnes, le système immunitaire va faire une réaction qui est anormale. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au fait, il va attaquer ses propres organes. La molécule de gluten contient deux types de protéines. Nous avons les glutamines et nous avons la gliadine. Le problème, c'est la gliadine. Alors, quand la gliadine arrive au niveau de l'intestin grêle, elle est absorbée, donc elle rentre à l'intérieur de l'intestin grêle. Et chez certaines personnes qui ont une prédisposition génétique que nous appelons HLA, DQ2 ou DQ8. Alors, c'est quoi HLA? C'est Human Leukocyte Antigen. En fait, ces personnes, dans leurs globules blancs à la surface, ils ont des antigènes. Ces antigènes, ce sont des molécules glycidiques qui vont un peu titiller le système immunitaire. Donc, quand la gliadine va rentrer, elle va être attaquée par une enzyme qu'on appelle la transglutaminase pour la dégrader. Il y aura des dérivés. Ces dérivés vont se fixer sur le globule blanc qui a le HLA DQ2 ou DQ8. Et ce complexe qui normalement ne devrait pas exister mais qui existe, va donc faire un signal d'alarme au gendarme, le gendarme qui est le système immunitaire, les lymphocytes. Et le gendarme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va d'abord attaquer les transglutaminases, il va attaquer ses propres enzymes, il va attaquer ses molécules de gliadine, il va créer de l'inflammation qui va aboutir à la destruction des cellules de l'intestin. Et c'est ça ce que nous appelons la maladie cœliaque. Et donc ce phénomène-là va donner tous les symptômes qui vont venir derrière. Donc pour résumer, c'est une maladie qui est auto-immune. Voilà, donc c'est notre système immunitaire, j'ai envie de dire, qui réagit au contact du gluten. Tout à fait, absolument. Et justement, quand ce process, j'ai envie de dire, se met en marche, quels sont les symptômes de cette maladie, docteur? Alors classiquement, oui. Alors il y a classiquement le tableau un peu typique de la maladie cœliaque que nous voyons surtout chez les enfants. Il y a un pic entre 6 mois et 2 ans. C'est là où on fait en fait l'introduction, la diversification, on introduit la farine et donc du blé. D'accord. C'était votre cas, madame? Voilà, c'est ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans ces recettes sans gluten. Exactement, oui. Donc, il avait quel âge, votre petit garçon? Il avait 2 ans et demi. 2 ans. Très bien. Oui. Très bien. Alors, le tableau typique, alors c'est un enfant qui a des diarrhées, donc il commence à avoir brutalement des diarrhées,
qui va avoir un amaigrissement, qui va avoir un abdomen qui est distendu, donc vraiment un gros abdomen, et qui va avoir une perte de poids et une cassure de ce qu'on appelle la courbe staturo-pondérale, c'est-à-dire qui commence à vraiment bien se développer, puis à un certain moment, il va s'arrêter. Donc ça, c'est et bien sûr des douleurs abdominales, c'est un enfant qui va pleurer souvent, à chaque fois qu'il mange, il va pleurer. Ça, c'est le tableau typique. Malheureusement, il y a aussi le tableau atypique qui pose beaucoup plus de problèmes, puisqu'on peut avoir des tableaux, ce qu'on appelle soit asymptomatiques, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas du tout de symptômes, ou bien l'adulte, parce que ça touche aussi les adultes, ou bien une forme paucisymptomatique. Paucisymptomatique, on n'a pas beaucoup de symptômes. Donc, quelques diarrhées, des ballonnements, des douleurs, des troubles de l'humeur, une anémie chez un enfant qui ne s'explique pas, un amaigrissement qui ne s'explique pas non plus. Chez les adultes, on peut avoir carrément une dépression, des douleurs articulaires, etc. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faudra explorer, il faudra vraiment penser à la maladie cœliaque, et ce n'est pas toujours le cas. Et si nous avons une forme carrément silencieuse, là, c'est encore plus compliqué parce que le malade risque d'être malade pendant des années sans le savoir et donc développer derrière des complications. Donc voilà un peu de façon générale les trois formes que nous avons pour le diagnostic de la maladie cœliaque. Justement, docteur, donc la maladie cœliaque est une entité connue et reconnue, j'ai envie de dire. Et comment la diagnostiquer aujourd'hui? Est-ce que les méthodes ont évolué? Tout à fait. Alors pour le diagnostic aujourd'hui, il est bien codifié. Alors devant donc une symptomatologie qui fait penser à la maladie cœliaque, ce que nous faisons, la première des choses, nous allons faire ce qu'on appelle une sérologie, un prélèvement sanguin, où nous allons chercher justement ces anticorps. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le corps va réagir en produisant des anticorps qui vont attaquer la transglutaminase. Et donc, nous allons chercher les anticorps anti-transglutaminase. Donc, cette sérologie va revenir positive ou négative. Alors, en général, elle revient positive avec des taux assez élevés comparés aux gens normaux. Et donc, quand on a cette sérologie qui est positive, qu'est-ce qu'on fait en deuxième lieu? On fait une fibroscopie avec des biopsies, puisqu'il faut aller chercher la muqueuse intestinale et voir justement cette inflammation et cette destruction. Alors, pour faire très simple, regardez, imaginez ma main comme la muqueuse intestinale. Ça, c'est les microvillosités. Donc, quand les aliments, les nutriments, les vitamines vont venir, ils vont être absorbés ici. D'accord? Avec la maladie cœliaque, ça va faire ça. Donc, il y aura une destruction des villosités et donc, qui dit destruction, il y aura une malabsorption. Et c'est pour ça que les patients vont souffrir de beaucoup de carences, notamment de fer, ce qui va donner une anémie, de vitamine B9, vitamine B12, tout à fait, de calcium. On mange normalement, on n'absorbe pas, et donc nous avons un problème. C'est pour ça qu'il y a des diarrhées et tout. Donc voilà, pour le diagnostic, sérologie plus fibroscopie. Très bien. Et on dit que les femmes sont plus touchées que les hommes, absolument, absolument. Écoutez, peut-être oui, il est souvent injuste le monde. Oui, il y a à peu près 2 à 3 femmes qui sont touchées comparées aux hommes. Ça peut être lié à un problème hormonal ou autre, mais il n'y a pas véritablement d'explication par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la personne qui est touchée, il y a cette prédisposition génétique avec, comme je l'avais dit, le HLA DQ2, DQ8. D'accord. Et docteur, parce que le gluten est sournois, il se cache partout. On peut même le retrouver dans des médicaments. Tout à fait, tout à fait. Alors le gluten aujourd'hui, le problème du gluten et de la prise en charge justement de cette maladie, c'est que le gluten est partout. Alors c'est très simple. Déjà les produits de base. Dans les céréales, dans les produits de base, c'est très simple. On sait que le blé, l'orge contiennent du gluten, mais pas que. Nous avons beaucoup de préparations alimentaires qui contiennent du gluten, des sauces, nous avons des produits laitiers, les conserves, absolument. Alors parfois, comme je l'ai dit, c'est fait exprès parce que le gluten est très intéressant pour les industriels agroalimentaires. Mais d'autres fois, ce n'est pas fait exprès, c'est des accidents, c'est ce qu'on appelle les contaminations croisées. Alors comment que ça se passe? Soit par exemple, on produit un aliment qui ne contient pas de gluten, mais dans une entité où il y a à côté une production d'aliments qui contiennent du gluten. Et donc il y a cette contamination qui n'est pas faite exprès. Parfois, c'est durant l'emballage, parfois durant le transport, etc. Et à la maison, au niveau local aussi, quand on a par exemple un patient qui a une maladie cœliaque, on peut contaminer ces aliments sans faire attention, si on ne lave pas les ustensiles, voilà, si on ne fait pas attention, si on fait traîner sa nourriture à côté des autres, etc. Il est même conseillé de mettre un placard spécial, tout à fait, un placard, des ustensiles, absolument, un grille-pain par exemple spécial pour le malade, etc. Il faut à tout prix veiller à ne pas contaminer, parce que comme c'est une maladie
maladie qui est auto-immune, la moindre parcelle de gluten va provoquer cette réaction chez le patient. C'est ça. Et à votre avis, docteur, justement, est-ce que le diagnostic est plus acceptable, on va dire, ou plus facile, va être plus facile à vivre chez les enfants ou les adultes? Qu'est-ce que vous pouvez... Les deux sont difficiles, écoutez, franchement, les deux. Alors l'enfant, il ne sait rien, surtout si c'est un enfant de bas âge, etc. Il ne sait rien, il va être pris en charge par ses parents. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'une maladie cœliaque, ça change la vie. Ça change la vie puisque ça va changer le mode alimentaire de la personne. Il faut savoir que... Le mode de vie, les rapports sociaux, carrément, aller au resto devient une organisation. Prenons un exemple, par exemple, d'un jeune de 25 ans qui va être diagnostiqué avec maladie cœliaque. C'est quelqu'un qui va limiter ses sorties, qui va limiter d'aller avec ses copains au restaurant, de faire des balades, je ne sais pas. Donc, à la maison, il va manger à part. Quand il est invité chez les parents, chez des amis, etc., ça va poser problème. Donc, c'est vraiment assez difficile à prendre en charge, mais avec une bonne éducation thérapeutique, avec un bon support du personnel médical qui le prend en charge, que ce soit son médecin, son nutritionniste, de la famille, des associations patients, on peut dépasser le cap. Mais alors je n'aime pas le mot régime parce que le régime par définition c'est quelque chose qui est temporaire. Tout à fait. Alors il va changer son mode alimentaire, mais c'est un changement qui est à vie. D'accord. Donc voilà. Et dans certains cas, docteur, on parle de triche. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent justement et qui pensent à tricher peut-être parce qu'elles ont envie de manger un produit qui n'existe pas sans gluten? Tout à fait. Et elles vont céder, on va dire, à la tentation. Alors bon, c'est assez fréquent et nous voyons ça chez les patients parce que tenir un mode alimentaire tout le temps aussi un peu draconien et strict, ce n'est pas facile pour tout le monde. Alors la triche, oui, ça peut arriver. Les patients peuvent dire oui, je peux manger ça en supportant un peu de douleur, etc. Mais il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, la moindre parcelle va refaire une réaction. Le problème de la maladie cœliaque, ce sont ses complications. Voilà, il faut savoir qu'une maladie cœliaque qui n'est pas prise en charge, donc le régime n'est pas respecté, elle peut être sujette à des complications qui parfois peuvent être très graves, mener jusqu'à des cancers. Des cancers de l'intestin grêle, des lymphomes, des adénocarcinomes, d'autres cancers. On peut avoir aussi des complications qui sont liées à la malabsorption. Chez les femmes, par exemple, on peut avoir des problèmes d'infertilité, des problèmes de fausse couche, etc. Donc voilà, les triches, nous conseillons aux patients d'essayer de les éviter au maximum, de leur donner des astuces, de leur donner du support. Mais voilà, quand ça arrive, il faut y remédier. Et par exemple, on leur dit que les anticorps ne se normalisent qu'au bout d'1 an. Donc vous imaginez, quand vous commencez aujourd'hui le régime, ce n'est qu'une année après où vous allez avoir des anticorps qui sont négatifs. Donc si vous dites qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment essayer de respecter son alimentation sans gluten. Très bien. Et justement, docteur, est-ce que les symptômes sont instantanés? Oui. Si on va par exemple tricher, goûter à quelque chose qui n'est pas gluten-free. Alors ça dépend aussi du mode de tolérance de la personne. Alors il y a certains aliments où nous avons des réactions qui sont extrêmement brutales, d'autres un peu moins, un peu plus insidieuses, etc. Mais ce qui se passe à l'intérieur est exactement la même chose. C'est-à-dire que la symptomatologie extérieure est indépendante de la destruction villositaire qui soit derrière. Mais en général, oui, quand on mange, quand on a du gluten, et d'ailleurs les patients le reconnaissent tout de suite, ils disent « j'ai pris ça en croyant que c'était sans gluten ». Et parfois, il y a des produits qui n'ont rien à voir avec du gluten, mais on trouve du gluten dedans. C'est impressionnant aujourd'hui, il se cache partout, tout à fait. Donc, on leur apprend à lire les étiquettes, à faire attention, à essayer de chercher. Et il y a aujourd'hui des industriels qui carrément sortent des listes de leurs produits certifiés sans gluten, ce qui est une excellente chose et qui facilite beaucoup la vie aux patients. Très bien. Pas une dernière question, mais pensez-vous qu'on peut associer le sans gluten à une alimentation goûteuse? Alors, le sans gluten a une alimentation goûteuse. Oui, il faut être créatif. Il faut être vraiment très créatif pour ça. C'est pour ça que Mme Nessima Omari est là aujourd'hui. Oui, mais on peut vivre avec, parce que, bon, à part les produits qui contiennent du gluten, en fait, l'astuce, c'est de cuisiner maison. Voilà. C'est de faire maison, d'éviter le blé et ses produits, de faire maison, d'être créatif. Nous avons toute la panoplie des légumes, des fruits, des viandes, poissons, les œufs, etc. Donc, on peut faire pas mal de bonnes choses aussi avec ça. Y a-t-il d'autres pathologies, j'ai envie de dire, liées au gluten hors la maladie cœliaque? Oui. Alors, principalement au gluten, je disais tout à l'heure, l'intolérance au gluten, on l'appelle comme ça, mais ce n'est pas une véritable intolérance. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont sensibles au gluten, mais il ne s'agit pas de maladies auto-immunes. Donc, ces personnes-là, quand elles mangent du gluten, elles ont une diarrhée, un petit ballonnement, quelques petites douleurs abdominales, etc.
Mais ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques ni à cette pathologie, ni à une autre. Et puis avec le temps, ces personnes vont se dire, bon, c'est un peu normal que j'ai un peu mal quand je mange une pizza. Ils ne vont pas rattacher ça forcément au gluten, etc. C'est un produit qui n'était pas frais tout à fait. Ce qu'on a consommé. Donc il faut aussi y penser, pas toujours évident, c'est de l'exploration. Alors ici, pour ces personnes-là, les anticorps sont négatifs, donc il n'y a pas d'anticorps. Mais on peut tenter une exclusion progressive du gluten et voir les résultats. Alors s'il s'agit réellement d'une hypersensibilité au gluten, il y aura une amélioration de la symptomatologie, bien sûr. Et petit à petit, on peut réintroduire quelques aliments, doucement, tester à chaque fois le niveau de tolérance de la personne. Donc voilà un peu les deux entités qui sont vraiment très distinctes. Hein. L'une est une maladie qui est auto-immune et l'autre, c'est juste de l'hypersensibilité au gluten. D'accord. Et justement, docteur Benazala, la maladie cœliaque est une maladie chronique. Les produits de base, j'ai envie de dire, sont chers. Les tarifs sont vraiment chers, plus élevés. Et j'ai envie de dire, si on avait à les comparer avec les produits avec gluten, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aide justement pour ces patients qui souffrent de cette maladie? C'est la grande question. Et Dieu sait que ces patients ont réellement besoin d'aide, leurs familles ont besoin d'aide. D'ailleurs, je salue ce que fait madame. Vraiment, c'est tout à votre honneur ce que vous êtes en train de faire. C'est très appréciable et tout à fait, oui, il faut valoriser ce genre d'initiative. Parce qu'un des grands problèmes des patients, c'est qu'ils se sentent exclus. Il y a donc cette exclusion sociale. Ils ne mangent pas ce que mangent les autres, etc. Ah oui, quand on l'apprend, on se sent seul au monde. Ah oui, tout à fait, on se sent seul au monde et puis ça impacte aussi la famille. C'est tout le monde de la famille qui va être différent. Ici, je dirais qu'il y a un rôle à jouer qui est extrêmement important pour les associations patients. Donc, il y a des associations qui existent, qui font un travail qui est remarquable. J'en ai vu, qui font des listes d'aliments par nom de produits commerciaux, chose qu'on ne peut pas faire nous ici. Mais eux, ils le font. Il faut acheter telle marque, par exemple, de margarine et non pas une autre, telle marque de lait et non pas une autre, etc. Ils vont vérifier, ils contactent parfois les industriels carrément qui leur remettent des attestations de produits sans gluten, etc. Et ces associations devraient travailler honnêtement avec les pouvoirs publics pour trouver comment est-ce qu'ils peuvent apporter de l'aide à cette frange de la société, d'autant plus que cette maladie devient de plus en plus fréquente. Et si on prend bien en charge la maladie, ben, on évite toutes les complications qui viennent derrière et donc, quelque part, on réduit le coût de la prise en charge. Donc voilà, je pense que les associations patients devraient vraiment jouer un rôle extrêmement important dans ce sens. Justement, docteur, je le disais tout à l'heure, le gluten, on en trouve même dans les médicaments. Comment justement les patients, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils doivent faire justement ils doivent consulter quand ils ont d'autres problèmes, et qu'ils doivent bien évidemment prendre des médicaments. C'est pas, heureusement d'ailleurs, c'est pas la majorité des médicaments qui contiennent du gluten, et ils sont quand même peu nombreux. Relativement un peu connus. Dans tous les cas, on pose la question à son médecin, à son pharmacien. Les malades cœliaques doivent éviter l'automédication. D'ailleurs, nous, on dit l'automédication n'est pas bonne pour tout le monde. Exactement. C'est d'autant plus valable pour les malades cœliaques. Alors, le gluten est dans les excipients au niveau des médicaments et ils sont mentionnés. Donc là, le pharmacien peut orienter le patient en lui disant tel médicament contient et pas d'autres. Et on a aussi une liste de médicaments qui contiennent le gluten qu'on ne donne pas chez les patients qui souffrent de maladies cœliaques. D'accord. Et donc c'est mentionné sur les vignettes, sur les Non, il faut aller vraiment dans la notice et regarder. Voilà, pas sur la vignette, sur la notice, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que ce serait intéressant aussi de mettre ça carrément sur les boîtes. Voilà, une petite, absolument, médicaments avec gluten, faire attention, etc. Mais bon, la composition, elle est clairement dans la notice, elle est clairement mais en mentionnée. tout cas, il y a toujours, j'ai envie de dire, un médicament qui ne contiennent pas. Un dernier mot, un conseil peut-être pour ceux qui nous regardent par rapport à la maladie cœliaque déjà. Écoutez, le support, comme je le disais, de la famille est extrêmement important. Donc c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. C'est une alimentation qu'on doit changer à vie pour bien vivre. Il n'y a pas un sentiment d'exclusion quand on a le bon support. L'éducation thérapeutique est très importante. Donc ça vient du médecin, du nutritionniste, du pharmacien pour tout ce qui est médication, etc. pour les patients aussi. Et il faut s'accrocher. C'est une maladie qui est chronique. On n'a pas demandé à être cœliaque, mais on l'est. Et donc voilà, il faut faire avec. C'est pas la fin du monde. Quand on observe bien son régime, qu'on ne triche pas, qu'on ne cède pas à la tentation, on peut très bien vivre avec une maladie cœliaque, le plus normalement du monde. Et les personnes, s'ils ne savent pas que vous êtes cœliaque, ça se voit pas à l'extérieur. Hein, je veux dire, tout à fait. Et je dirais le fin mot, c'est que
pour la prise en charge de la maladie cœliaque, il faut faire extrêmement attention aux carences, puisque Voilà, justement, voilà, le syndrome de malabsorption qui est lié à cette destruction peut engendrer des carences. Donc, il faut régulièrement se surveiller, se faire suivre pour s'assurer qu'on apporte à son organisme, à son corps, tous les nutriments nécessaires, toutes les vitamines. Et comme je le disais, on peut vivre le plus normalement du monde quand on est cœliaque. Très bien. Et vu qu'on est à la veille, je le disais tout à l'heure, du mois sacré de Ramadan, j'imagine que tous les Algériens verront leur alimentation complètement chamboulée. Quelques conseils, docteur, justement, à la veille? Avec plaisir. Alors, mon premier conseil, c'est qu'il faut savoir que le mois du Ramadan, comme je le dis souvent, est une véritable bénédiction pour le corps. Oui. Donc, nous allons avoir 30 jours de jeûne, c'est 30 jours de détox pour le corps, où le corps va se reposer, va se régénérer, va se restructurer. Donc, pour bénéficier de la détox qu'on peut avoir durant le mois de Ramadan, il faut aller dans la modération. Parce que ça ne sert à rien d'avoir cette détox si, après le ftar, on va bombarder le corps de toutes sortes d'aliments et surtout de beaucoup de sucre, de beaucoup d'excès de gras, etc. Donc, restez dans la modération, apportez un ftar qui soit léger. On va avoir 14 heures de jeûne, à peu près 10 heures où on peut s'alimenter. Moi, je conseillerais de fractionner les repas en 3 pour les gens qui veulent faire 3 ou sinon 2. Avoir un ftar qui soit léger, donc de l'eau, des dattes, pas plus de 3, parce que là aussi on mange beaucoup de dattes, les dattes sont très sucrées, il faut faire attention. 3 dattes vous suffisent pour traverser une journée au désert, c'est vous dire tout l'apport que ça peut absolument avoir. Une shorba, une salade et un fruit. On laisse le plat de résistance ou le djouaz quelques heures après, par exemple si on part faire la prière des tarawih. Au retour, on peut prendre son plat et s'arrêter de manger et puis avoir un sahur en fonction de ce qu'on va faire après. Si la personne va faire une activité physique, elle va avoir une journée qui est chargée, on peut prendre des féculents, on peut prendre des fruits, on peut prendre quelques protéines. Par contre, si la personne va se réveiller pour manger et se rendormir après, à ce moment-là, il faut prendre un sahur qui soit un peu léger, quelques oléagineux, un fruit, de l'eau. Éviter les boissons sucrées qui vraiment garnissent les tables, mais de façon exagérée. Et je ne le dirai jamais assez, faites attention au sucre, faites attention au sucre blanc et aux sucreries. Je sais que c'est Ramadan, on a tous des envies, mais ces aliments doivent rester des aliments plaisir, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine sans excès, mais manger tous les jours de la pâtisserie. Et vous voyez tous le nombre de boîtes de pâtisserie qui déferlent durant le Ramadan, c'est de l'excès et ça détruit vraiment tous les bienfaits que ce mois de jeûne peut apporter au corps humain. Merci docteur en tout cas pour tous ces conseils. C'est moi avec plaisir. C'était un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec vous. Allah aussi à tout le peuple algérien, Inch'Allah,